Attendez, n'hésitez pas à le dire dans le chat avant que je commence. Hop, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parfait, parfait. Merci Tuki. Alors, bon, chose pas facile, hein? On va reprendre le coaching. Ça fait la dernière fois que j'ai pris le micro ici, c'était il y a plus ou moins un an. C'était avec le bootcamp, avec le bootcamp MTT qui avait lieu. Différents sujets comme le mental game, l'ICM, etc. Donc ici, malheureusement, JS a donc décidé de partir. Je reprends le flambeau avec donc un plaisir mitigé parce que j'adore partager mon expérience. C'est la cam. J'adore également j'adore parler poker, j'adore enseigner le poker, mais évidemment dans pareil. Ok, on a deux approches complètement différentes. JS c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intuitif, ce qui rend son jeu et ses explications peut-être plus accessibles. Je suis quelqu'un de beaucoup mathématique. J'ai un souci de perfection, donc j'ai une approche complètement différente. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. J'espère que vous allez pouvoir accrocher sur mes explications. Moi, je vais partir du principe ici que euh, comme vous avez pu le constater et comme il vous a été dit entre les lignes, le contenu stratégique va diminuer. Moi, j'ai un devoir, je pense, de pouvoir vous garantir un certain niveau d'enseignement. Donc, voilà, étant donné que les heures de coaching, c'est pas mon choix, c'est la direction qui veut ça, sont réduites à 2 heures par mois, pas 1 heure. Moi, je vais donc essayer de donner mon maximum dans le temps qui me sera imparti. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup moins place pour tout ce qui est fun, etc. Vu que si jamais je veux faire de la matière, bah, ça va prendre sur tout ce qui est distraction, etc. Je suis pas le plus doué pour ça, JS était exceptionnel, ça c'est moi, je suis quelqu'un de beaucoup. J'ai besoin de prendre mon temps pour faire ça. Vous avez pu voir le Belgian Mindfuck. Disons que ça a été fait en montage. En montage, j'aime bien mettre du what the fuck, etc. Maintenant, pendant mes explications, c'est plus compliqué. J'ai un débit de parole qui est soutenu, etc. J'ai quelques idées pour la suite des coachings, que ce soit optimal pour vous. Vous n'avez pas, enfin, n'hésitez surtout pas à me faire votre feedback. Alors bon, 2 secondes. Ici, je n'ai pas encore eu le temps de lire le chat, j'ai un peu perdu l'habitude. Blablabla, ligne 1, tout le monde. Son... Ah, le son a des coupures chez vous. N'hésitez pas à me le dire. Par contre, en termes de filtre anti-bruit. Paramètres. Forcé. Que les par défaut. Mais je fais comme ça va mieux. Jamais je fais comme ça va? Ah, c'est possible. Chez moi ou c'est bien pire. Pire? Non, ça va, c'est bon? Le son est nickel chez moi, ok. Je sais pas, moi c'est la seule chose que je puisse faire, en tout cas dans les limites de mes compétences actuelles. Je demanderai, j'espère vraiment que c'est pas, parce que j'ai déjà eu des sons dégueulasses aussi, j'espère que ça n'est pas le cas. Quoi ta bouche? Salut W33. Bah écoutez, je vais partir du principe que c'est bon, mais le son marche bien ici, ok, ça va. Parce qu'il y a pas mal de matière à voir. On m'a engagé sur un sujet que j'ai accepté sans vraiment réfléchir et au final, il s'avère que c'est quelque chose de très compliqué qui n'a rien à voir avec du basique. Donc, on va pas trop traîner.
Si jamais vous avez deux trois questions, je peux encore vous répondre sur les changements. Donc, si jamais vous avez des questions sur la forme que ça va prendre, etc. Je vais peut-être étaler le coaching après aussi pour répondre à des questions. Je vais venir avec des suggestions pour la mise en forme du coaching. Vous allez me dire directement pour ceux que ça intéresse, si jamais ça vous intéresse ou pas. Le tout est que je ne perds, enfin, vous allez voir, j'ai des projets, mais c'est que je ne perds pas mon temps à faire des choses et que vous ne le fassiez pas de votre côté, parce que je vais essayer de vous faire participer, évidemment. Donc voilà. Je- Euh, sous parasite. Je suis en fait, je suis sur OBS, mais je suis en mode, je suis en mode français, raccourci. Options avancées. Dans les options avancées, paramètres personnalisés, la palette de couleurs. Forcer l'utilisation horodatage vidéo comme base de données, tâche temporelle QP, latente, faible autonomie. Pourrais-je avoir le lien pour le coaching? Je n'arrive pas. Oui, j'ai pas mis le lien pour le coaching. J'aurais dû le faire. 2 secondes. Euh, Mettre dans le. Je vois pas les options que vous me. Voilà ici. C'est actualisé dans le truc. Ouais, c'est clair. Je sais pas. Attends, je vois pas d'où est-ce que ça pourrait. Va falloir que phone. Ah, peut-être que si jamais je fais comme si jamais je fais comme ça va mieux. Si jamais je fais comme ça, j'ai un peu augmenté le seuil. Un peu, je l'ai mis au maximum, c'est tout. Parfait. Ok. Si jamais je fais comme ça va.
T'entends rien? J'entends rien. Aïe, c'est bon? Apprends mieux sans je trouve. Oui, oui, c'est vrai. Je fais comme ça. J'essaie de monter, mais. Noise gate, activer l'anti-pest. Oui, je l'avais activé en fait, c'est là qu'il est. Je n'avais pas vu qu'on parlait de ça en fait. Parasite, ok. Ça va? Tête de bélier. Oui, mais attends, j'ai pas le temps de répondre à ça. Éventuellement, je te répondrai dans le, plus tard. Fabs, enfin pour te le dire, j'habite à Liège, pour être exact. Ça a l'air de tenir. Ouais, ouais, je vois. J'ai des problèmes avec le. Je sais pas si jamais ça a à voir avec ça. Seuil de fermeture, seuil d'ouverture. Je joue avec les seuils là, mais je m'y connais pas du tout, donc relance. C'est revenu. JS a hacké ton coaching, c'est revenu. Ouais, bah vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Bon, mais ah non, mais je peux pas. Appliquer, ça va. Si jamais je fais comme ça va toujours. Ah, c'est la merde. En fait, quand je vais dans les options, ça fonctionne, et puis dès que je mets appliquer, et ben ça foire. Oui, voilà. Si jamais je fais comme ça, un 2 1 2 1 2 ouais, non, ça a l'air d'aller. Non, comme ça a l'air d'aller, je fais comme ça. Ok, parfait, ça tient. Parfait. Donc voilà, ici en fait l'idée c'est que d'un côté quand vous excluez quelqu'un, vous allez donc prendre son stack et sur sa tête il y a un KO. Donc il y a un knockout en anglais, c'est-à-dire un bounty. Le bounty, lorsque vous... Ça fait un... le bounty, lorsque vous le prenez, il va se diviser en deux. Le bounty de l'adversaire. Il y en a un que vous allez encaisser directement dans votre bankroll, et l'autre partie va se cumuler sur votre bounty propre. Et ce bounty propre, vous le récupérez uniquement si vous gagnez le tournoi. Voilà, c'est une prime en français si vous voulez. Mais alors, la seule condition pour le récupérer, celui-là, donc ici par exemple, Jason Somerville, il a 14 440. Si jamais il gagne le tournoi, il va récupérer son prize pool plus 14 440. Ça veut dire que pour pouvoir prendre un KO, il faut couvrir l'adversaire. Si jamais on ne couvre par l'adversaire, on ne prend pas de KO. C'est logique, mais il faut le savoir et ça va vraiment influencer tous les calculs d'équité et toutes les prises de décision. Donc ça c'est la première chose. Alors, diaporama, papapam. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prend une décision en poker? Simplement, si jamais l'action a une espérance de gain, une expected value en anglais, supérieure à l'espérance de gain lorsqu'on fold, alors on fait l'action et on qualifiera ça d'une action EV+. Si l'action a une espérance de gain inférieure à l'espérance de gain lorsqu'on fold, donc c'est-à-dire si jamais l'espérance de gain a une meilleure espérance de gain, alors on va décider de folder, et si jamais on prend l'action, on va qualifier ça d'une action EV-. Une action est une espérance sur le long terme et elle va être fonction de différents paramètres, entre autres donc de la valeur monétaire de votre tapis, mais également de action vérité, mais également donc de votre équité, de la fold d'équité, et ça va faire un ensemble qu'on va devoir pondérer en fait, c'est-à-dire que si jamais vous avez 30% d'équité, ben il y a 30% de fold equity, vous allez prendre le pot au milieu, la dead money entre guillemets, 30% du temps. Et les 70% du temps restant, vous allez aller à la confrontation. Sur ces 70% du temps, vous allez soit gagner, soit perdre. Et ensuite, l'espérance de fold, c'est l'espérance de votre tapis si vous foldez. Si jamais vous avez relancé et que vous avez un tapis de 50 blindes,
vous avez fait une relance à 2 ou 3x, à 2-3 fois la blinde, vous vous faites sur-relancer à tapis par un adversaire qui en a 20, vous foldez, votre espérance de gain est en fait l'espérance de gain de votre tapis moins votre relance. Voilà. Donc, l'espérance de gain est la conversion de votre tapis de jetons en argent réel. Et c'est là toute la difficulté en fait. C'est là que les Romains s'empoignèrent, c'est là que ça devient compliqué. C'est parce que en fait, c'est toujours très compliqué de venir estimer la valeur d'un tapis en argent et pas en jetons. Parce que euh, tout le monde commence avec un nombre de jetons fini, avec un nombre de jetons identique dans un tournoi. Donc admettons 5000, 10 000, 3000, ça va dépendre du format. Et à l'issue du tournoi, vous n'allez pas prendre tout le prize pool. Parce que le prize pool est subdivisé entre différentes places, entre la première place payée et la dernière place payée. Il y a une structure qui va être exponentielle. Tout ça, ça va influencer l'espérance de gain de votre tapis. Et du coup, on est vraiment face à une problématique pour prendre les meilleures décisions possibles. Je vais essayer de simplifier au maximum, mais il n'empêche que ça va être un minimum compliqué. N'hésitez pas à poser des questions. C'est la partie donc la plus compliquée des MTT. Elle consiste généralement à utiliser un modèle qu'on appelle l'ICM. Alors l'ICM, c'est ce qu'on utilise généralement en table finale. En table finale, c'est pas trop compliqué d'utiliser l'ICM. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des logiciels qui nous permettent de le faire. Parce que le calcul est très complexe et calculer sur 9 joueurs ça va, mais calculer la valeur du tapis ICM à 60 joueurs avant la table finale, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est tellement compliqué qu'on décide de négliger l'impact de l'ICM et qu'on va préférer utiliser une stratégie qui n'est pas exacte, mais qui se rapproche. Mais vu que l'erreur est minime, on va préférer l'autre modèle qu'on qu'on va qu'on va appeler en fait le modèle en EV jeton. En fait, je l'ai pas noté, mais voilà. Oui, je sais, ça va trop fort. Il y a des joueurs MTT qui savent ce que c'est le V. Ouais. Mais bon, on m'a demandé de faire sur les. Je suis obligé de passer par là, hein. Et en même temps, si jamais. Bah, le V, je le définis en même temps, ici. C'est ça. Le V, c'est l'espérance sur le long terme d'une action. Qu'elle soit foldée, qu'elle soit payée, etc. Mais si jamais on commence jamais avec des termes compliqués, eh ben, on n'arrivera jamais non plus, hein. Donc moi, l'idée, c'est aussi de vous donner un bagage. L'espérance de gain, c'est ça. On appelle ça en anglais expected value. Encore un coup de reptilien, exactement. Elle consiste donc généralement à utiliser l'ICM. Alors, il y a deux paramètres en plus. Si jamais on est dans un format KO, particulièrement les formats KO progressifs, ben l'espérance du tapis est un peu différente. C'est-à-dire qu'elle se split en deux parties. Il y a la partie qui va être relative à tout ce qui est KO et la partie qui va être relative à tout ce qui est jeton. Et on va voir qu'en fonction que vous couvrez ou pas votre adversaire, eh ben, on va arriver à des réponses complètement différentes dans les exigences en termes d'équité. Donc l'équité qui est donc la chance, la- le, le- le pourcentage de chance de gagner une main. Et le futur game. Alors le futur game, c'est quelle est votre espérance de gain basée sur les actions futures. Et là, on prend en compte plein de paramètres différents. Mais encore une fois, ça se complique. Maintenant, là, je vous donne juste la carte la plus complète possible de ce qu'est une équité. Qu'est-ce qu'une espérance de gain? En fonction des différents tournois, on va se retrouver sur différents modes de... Comment dire? On va se retrouver sur différents... on va pouvoir estimer, on va pouvoir splitter l'équité en différentes parties. Sur un tournoi normal, on a l'espérance de notre stack et on a levé futur. Levé futur qui peut être négative ou positive au passage. Mais ici, là, je l'ai mis en positif. Mais on va pas compliquer plus les choses. Si jamais on gagne une main, on gagne généralement on va gagner en stack, mais on va également gagner en EV futur parce qu'on va avoir plus de profondeur, on va pouvoir faire plus de moves, on va pouvoir être plus agressif, on va pouvoir jouer plus de mains et si jamais vous avez un niveau au-dessus des adversaires, vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient et donc votre EV futur ne sera pas égal à zéro. Vous ne pourrez pas vous contenter de,
vous ne pourrez pas calculer uniquement votre EV de stack, vous devrez également anticiper votre EV futur. En tournoi KO, si jamais vous couvrez l'adversaire, mais c'est uniquement si vous couvrez l'adversaire, alors lorsque vous gagnez une main, vous devez rajouter en plus levé de votre KO que vous empochez directement. Dans un KO standard, lorsque vous excluez un joueur du tournoi, vous prenez l'argent et ça va directement dans votre bankroll. À la différence des KO progressifs. Les KO progressifs, c'est l'adversaire a un KO sur sa tête, vous le mettez dehors, la moitié va dans votre bankroll, l'autre moitié va sur votre tête. Et vous récupérez le cumul de tous les KO sur votre tête à l'issue du tournoi. Et donc on remarque en fait que ici le KO donc de Hiro augmente parce qu'il prend la moitié sur sa tête et l'autre moitié, eh ben, il la gagne, donc il augmente sa valeur win, le V-win ici, l'espérance de gain en cas de victoire. Il augmente donc de la moitié J'aurais pu mettre vilain demi ici par souci de précision. Il augmente donc sa valeur de moitié et ensuite également le V futur. C'est quelque chose assez spécial, hein. Il faut vraiment arriver à visualiser ça. Et pourquoi est-ce que ça va être compliqué? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en fait, euh, en fonction que vous allez couvrir ou pas votre adversaire, eh ben, yep, j'ai été trop vite. Voilà ce qui va se passer. Si jamais vous êtes couvert ici, vous remarquez qu'il y a une différence d'espérance de gain en cas de victoire. Et c'est ceci qui va réellement définir votre stratégie si jamais vous allez payer ou pas certaines mains en fonction donc de la profondeur de votre tapis. Youp, merde, je voulais descendre dans le chat et j'ai descendu sur le truc. Mais du coup, il n'y a que le premier du MTT qui gagne le total des bounties. Non, non, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est pas vraiment ça. C'est la moitié du bounty va sur ta tête, l'autre moitié, tu l'empoches directement. C'est pour ça que je montrais la vidéo de Jason Somerville. C'est que quand il bustait l'adversaire avec As-Dame, il lui a été adressé une annonce directe disant: vous avez éliminé un tel, vous avez gagné, on vous rajoute 2166 dollars dans votre bankroll. Ça passe pas sur ton stack, tu vas l'empocher directement. Mais ça vient donc ici, c'est cette EV là en fait ici. Il y a la moitié de levée de vilain qui va venir sur ta tête en fait, dans le KO de Hiro. Si jamais quelqu'un te bust, il va avoir droit à ce que tu as pris sur l'adversaire précédemment, mais seulement la moitié. Et si jamais et puis l'autre moitié, eh ben tu l'empoches. Les stats de pile ou face fonctionnent bien, je trouve. Strat. Oui, oui, non, mais c'est pas la même chose ici. Dans les bounties que tu as pris sur le long terme du tournoi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, il faudra atteindre la première place. Parce que sinon, c'est le premier qui va prendre ton KO. En fait, là, il va prendre l'intégralité de ton KO. C'est pas juste la moitié, vu qu'il n'y a plus personne à jouer derrière. Exactement, c'est le bordel CMTT et particulièrement au début de partie. Alors maintenant on va un peu voir comment ça se passe sur le long terme. Alors ça c'est juste pour vous faire une distinction entre... ça c'est si jamais on jouait en chip... Admettons si jamais on jouait et que le gagnant prenait tout l'argent qu'il y avait dans le prize pool et que le deuxième prenait rien et le troisième rien, etc. À ce moment-là, en gros, eh ben, on jouerait une stratégie qu'on qualifie de chips EV, c'est-à-dire qu'on joue les jetons et une fois qu'on a tous les jetons, eh ben, on a tout l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, le premier, il prend que un sixième, un huitième du price pool. Il prend 15% généralement, entre 15 et 20%. Ça va dépendre du fil. Plus il y a de joueurs, moins vous allez prendre. Mais moins vous allez prendre en proportion du price pool. Mais votre cagnotte sera toujours très intéressante en première place, proportionnellement au nombre de joueurs, etc. Et donc ici, en fait, ça, faut que vous me fassiez confiance. Au début, on va être très proche du chips EV, et puis plus on va avancer dans le tournoi, et plus on va se détacher du chips EV et on va voir que la valeur marginale de notre stack va être en décroissant. Et sur la fin du tournoi, mais même pas en table finale, hein, je parle vraiment, c'est dans les 3 dernières positions,
À ce moment-là, on va remonter la valeur on va presque revenir en chips EV. Enfin, pas presque, mais par rapport à ce qu'on avait avant. Étant donné que en heads up et à 3 left, la pression ICM va redescendre. Mais généralement, elle sera quand même la plus forte. Ici, vous pouvez dire que c'est le début de la table finale et elle sera particulièrement élevée à 5 et 6 left. À 9, entre 9 et 5 left, c'est là que l'ICM est le plus fort. Euh, Ça, c'est si jamais on est donc dans un tournoi normal. Ça, c'est la progression des jetons et la première place, qui n'a donc rien à voir avec le total des jetons. Et donc, on aura une valeur qui va frôler le chip, enfin qui va s'assimiler au chips EV, et puis puis la pression ICM va augmenter. Et puis, une fois qu'on sera à 3-4 left, ici, ça va reprendre une structure chips EV, et en heads up, on va être en chips EV. Si jamais on est dans un tournoi à simple KO, en fait le V va être splitté en deux. Et l'importance du KO ici, c'est pour ça que je l'ai mis supérieur et après ça va vraiment être un impact négligeable. À partir d'un certain moment, en fait, votre tapis va avoir une levée tellement importante que euh, le KO que vous allez prendre sur votre adversaire sera marginal par rapport à la perte que vous pourriez avoir avec votre stack. Parce que vous voulez arriver en table finale, etc. Et donc sacrifier des jetons va être trop coûteux dans un KO standard. Donc c'est vraiment le KO qui est fixé à, je sais pas moi, souvent c'est 25% du price pool, 25% du buy-in. Ben, quand vous êtes en début de tournoi à prendre 2,50€ directement, oui, ici c'est intéressant. Mais quand vous êtes à 30 left et qu'il y a 2000 à la gagne et que vous avez un stack intermédiaire, il est peut-être plus judicieux de ne pas vouloir prendre les 2,50€ mais de plutôt vouloir aller viser la table finale. Et donc ici, question aux joueurs de Winamp, vous avez ce genre de MTT vous? Mais les KO progressifs, normalement, t'en as partout. Maintenant, la nouvelle formule qui est arrivée sur PokerStar, c'est les KO les super KO progressifs. L'idée, c'est qu'il y a 80% du droit d'entrée qui va dans le KO, quoi. Et donc, ça fait des trucs assez what the fuck. Euh, et par contre, ça, c'est plutôt ce qui se passe dans les KO progressifs. C'est-à-dire que, surtout dans le KO progressif de PokerStar, le Hitman. Pourquoi est-ce que... Alors, on a le lever du stack, elle change pas. C'est plutôt la même chose. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avancer et en fonction de l'adversaire que vous allez avoir devant vous, si jamais son KO cumulé est très important, limite, vous allez vous en foutre d'aller plus loin dans le tournoi si jamais vous pouvez avoir une chance de le foutre dehors. Je sais pas si jamais vous avez fait attention, mais sur Somerville, il avait 14 000 $ sur sa tête. 14 000 $. Si jamais la deuxième, alors que je pense que la première place prenait 50 000 $, et ils étaient en début de TF, et je pense que le début de la TF touche genre 5 000 $. Si jamais on est au début du tournoi, qu'admettons il perd un gros coup et qu'il tombe à 10 big blind, il part à tapis, vous en avez 15, on vous donne l'occasion de gagner 14 000 $. La moitié, vous l'empochez directement, l'autre moitié, ça se cumule sur votre tête. Mais si jamais ça se cumule, à ce moment-là, vous avez aussi le tapis qui va avec l'espérance future, etc. Et à ce moment-là, vous comprenez que quelque part, vous vous en foutez d'aller plus loin si vous pouvez avoir une chance de le mettre dehors. À ce moment-là, votre V futur devient vachement avec beaucoup moins d'importance. Par contre, un joueur qui n'a pas bust beaucoup de joueurs, qui a très peu de KO cumulés sur sa tête, un joueur comme ça, lui, eh ben, ça va être complètement différent. Lui, vous allez vous dire, ouais, mais plutôt que de gagner 1500 $, je préfère garder mes jetons qui valent approximativement une quatrième place, par exemple. Je sais que sur le long terme, je vais me hisser sur une quatrième place, l'équivalent d'une quatrième place en argent, et je suis en table finale. Le KO cumulé me donne à peine une neuvième place. Je vais pas aller risquer 2 tiers de mon stack pour aller chercher avec une grande variance une neuvième place, sachant que je l'ai déjà acquise. Et donc,
Et donc, il y a, et donc c'est important de prendre ces décisions de cette manière-là. Ouais, c'était un tournoi à 700 suite Somerville, ouais. Ouais, mais c'était juste parce que je savais qu'il avait fait une vidéo et en même temps, c'est toujours plus marrant de voir des chiffres qui vont dans les milliers que des chiffres qui vont dans les centimes. Donc, voilà, voilà, ça c'est pour l'exposé. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Euh, Ce que je voulais vous montrer ici, on va commencer plutôt par la main qui m'intéressait, c'était celle-là. Voilà, d'abord, la première main qui m'intéressait, c'était celle-ci. On va se mettre dans la... D'abord, c'est en début de tournoi. Ici, il y a Hiro qui a un peu moins de 20 blindes. Un adversaire très agressif, Minrez. Et moi, je restyle. C'est un restyle plutôt standard. Ici, on est en début de tournoi. Il n'y a pas trop à se poser de questions. Mais il y a deux situations ici. Il y a la situation de Hiro. La situation de Hiro, on va pas trop la supposer. On va supposer qu'il est en chips EV, qu'on est en début de tournoi comme d'habitude. Et c'est genre ok, c'est ok pour PS, ok. Et donc, lorsqu'on restyle ici, on va se retrouver sur une situation standard. On est couvert, mais en même temps, si jamais on prend pas de risque, et ben on n'avance pas dans le tournoi non plus. Donc il y a un moment, il faut bouger. On a 20 big blind, rien à dire. Ici, on va supposer, vous allez supposer que lorsque vous êtes dominé en jeton, vous jouez une situation standard. Standard par rapport au calcul, pas standard par rapport à la fold equity, etc. Pour la situation de vilain, par contre, il y a tout qui change. Vilain me couvre ici. Si jamais on prend l'exemple, admettons, si jamais on prend l'exemple, jamais on prend l'exemple du KO Hitman. Le KO Hitman, il a 80% du buy-in qui est consacré pour le KO et 20% pour le prize pool. Ça veut dire, et là, pardon, et là je suis désolé, mais je vous attaque, c'est là que ça devient rigolo. Euh, Comme on est en chips EV, on va supposer que au début, comme on est très proche du chips EV, on va supposer qu'un stack de 3000 ça vaut 8 dollars, qu'un stack de 7000 ça vaut 7000 divisé par 3000 parce que les 3000 jetons de départ fois le droit d'entrée, et on va donc faire de l'ICM mais sans vraiment en faire. C'est juste que l'erreur est marginale, vous devez me faire confiance là-dessus. Et du coup voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À la place de, si jamais on se met à la place de Vilain 73 ici. Vilain 73 ici a une situation où si jamais bientôt PS fera plus. si jamais si jamais comment dire, si jamais Vilain 73 paye, il va faire passer son stack à quelque chose comme je vais tricher, je vais prendre ma calculette. 7380 plus 2595. Il va passer à 9980, à 9975, et si jamais il perd, il va faire passer son stack à quelque chose comme on va revenir en arrière ici, 7620 moins 2160. 2160. C'est-à-dire ma big blind plus mon tapis. Ça fait 5460. Stack lose ici. 5460. 5460. Alors quelle est l'espérance de gain? Ici, si jamais on fait du chips EV, ben on suppose simplement que comment? On a notre stack ici, qu'on divise par le nombre de jetons totaux, 3000, et on le multiplie. Alors on le multiplie par quoi? On le multiplie par rapport au buy-in que on a, par rapport au buy-in qui est dans le price pool, pas celui qui est sur notre KO. C'est vu qu'on essaie de trouver la valeur en jetons par rapport à l'argent.
on essaie de donner une valeur en argent réel sur nos jetons. Donc ici, on va simplement multiplier par 2 euros. Par 2 euros. On trouve donc une valeur moyenne de 6,65 euros. Si jamais on perd ici, bah, c'est le même raisonnement, c'est ça, euh, c'est ça fois 2 euros. Et on... non, 2 euros, j'ai dit. Qu'est-ce qui me fait... non, 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 c'est ça, divisé par 3000 fois 2. Divisé par 3000 fois 2, ici. Et on trouve donc 3,64. Le calcul de V, en fait, on va devoir pondérer notre équité, ici, par, d'un côté, notre équité, ici, on va la pondérer par, quand on va gagner la main, on va prendre ces 10, donc ici, le tapis si on gagne, plus le KO sur la tête de vilain, là j'ai mis à 100 euros parce que j'ai fait des tests tout à l'heure, je vais les changer après, plus le KO qu'on a sur notre tête, 8 euros. Et si jamais on perd, ici, l'opposé, enfin l'inverse de notre chance de gagner, à ce moment-là, on va avoir notre stack si jamais on perd, mais vu qu'on est toujours en vie, on a toujours notre KO de 8 euros. Ici, au début du tournoi, on peut supposer qu'on a un KO de 8 euros. À ce moment-ci, on remarque donc que on a besoin maintenant de calculer notre V-fold. Le V-fold est le V de notre tapis si jamais on perd, si jamais on fold, qui est donc égal à, ici, tu veux bien, voilà, 7300, 7300, j'ai mis aussi, voilà, c'était ici, 7300, 7380, ici, ok, x2, plus ça, ok. Et donc on remarque ici qu'on a besoin d'une équité très faible. On a besoin d'une équité en fait de 15%. Si jamais on suppose, même moins, voilà, 13% ici, combien? Voilà, 12, voilà, 12%. 12% ici c'est quasiment, c'est infime. Et du coup en gros on ne peut pas folder de main dans cette situation-ci. Parce qu'en fait le KO sur la tête de l'adversaire est tellement élevé qu'il qu'en fait on a besoin d'une équité réellement marginale pour pouvoir prendre un call EV+. Et c'est pour ça que le tournoi va devenir une réelle boucherie. Ça y est, Loïc est perdu. Enigma nu. J'essaie un peu de suivre le chat, mais je vais vous avouer que j'ai pas, j'ai pas trop le, j'ai pas trop le temps de suivre pour l'instant. Euh, Donc ici voilà, le souci c'est que le souci c'est que lorsqu'on va raise, on va souvent se retrouver commit topo. C'est un peu le fait d'être commit topo parce que le KO va être démesurément important par rapport à l'importance de notre stack. Et du coup ici on va se retrouver dans la problématique de savoir est-ce que je veux aller loin dans le tournoi, quelle est l'espérance de gain que j'accorde à mon stack en jetons. Et c'est toute la remise en question de l'ICM, etc. C'est toute la remise en question de levée future, etc. Et c'est pour ça que c'est pour ça que les KO sont un format assez compliqué. C'est parce qu'il est très difficile de définir levée future, de définir l'espérance de gain de notre stack. Et du coup, ici, l'adversaire ici vient nous payer avec Dame 4 suité. Et c'est tout à fait justifiable en fait. C'est tout à fait justifiable étant donné qu'on a des KO démesurés sur notre tête. Ici, c'était pas un KO de 80% du buy-in, c'était un KO de 50%. Mais il n'empêche que, voilà, je sais pas si... Ouais, il y a un max de future game, ouais, exactement. Il y a un max de future game ici, parce que, comment dire, le fait de couvrir les autres adversaires va vous donner l'opportunité de prendre leur KO.
Si jamais vous décidez de jouer vraiment très close du entre guillemets chip V avec le KO, vous allez faire des pics très rapides dans vos stacks. Vous allez faire des montagnes russes dans votre stack. Et du coup, on va se retrouver dans des situations. On va on va éventuellement se retrouver dans des situations où on aurait pu bust d'autres joueurs, mais on ne le fait pas parce qu'on a perdu un bet, entre guillemets, un bet coup avec Dame 4 suité. Et alors, tout est dans le fait de voir est-ce que je couvre encore beaucoup de joueurs pour pouvoir les bust, quelle est la profondeur de mon stack, quelles sont les armes que j'ai avec ma profondeur de stack, et quelle va être ma fold equity si jamais je tombe en dessous d'un certain niveau de blinde. Si jamais on tombe, par exemple, admettons ici, admettons il perdait une confrontation, enfin j'ai changé de main et c'est juste des mains VPIP positives, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais admettons ici, le gars il perd un gros coup et il tombe maintenant à 3000. Il tombe à 3000 et du coup, et admettons les blindes sont à 300. Moi maintenant je vais le couvrir et si jamais jamais je le couvre, il va quasiment plus avoir de fold equity. Par conséquent, toute sa stratégie de push or fold va être complètement chamboulée parce que dès qu'il va partir à tapis, il n'aura quasiment pas de fold equity. Surtout si son KO est important. Et du coup, il y a aussi l'idée de préserver ses jetons pour justement anticiper, surtout si jamais la structure est rapide, pour anticiper le fait que, attention, si je perds, je n'aurai plus de fold equity du tout. Et si j'ai plus de fold equity, je sais plus faire une stratégie de push or fold agressive. Ça va devenir une stratégie de push or fold en value uniquement. Ça va être une stratégie de push or fold où il n'y aura pas de fold equity, quoi. C'est genre, tu joues ton équité, quoi. Tu joues l'équité de ta main uniquement. Et du coup, tu sais que tu vas te faire payer large par contre. Tu sais que tu vas te faire payer large. Du coup, tu vas pouvoir partir avec des mains plus largement en valeur, en value, pardon. Et du coup, c'est là là toute la mécanique qui va devenir compliquée qui va être très compliquée à manipuler. Je suis, venir avec ce sujet-là lors d'un premier coaching, sachant que vous aviez eu l'habitude du JS, ça vous met, j'en suis sûr, une grosse claque dans la gueule. Mais voilà, en même temps, c'est un format intéressant. Et si jamais vous vous lancez là-dedans, il faut aussi il faut aussi savoir à quoi s'attendre. Je peux pas vous donner une formule mathématique magique qui va vous dire faites ça plutôt que ça, etc. Parce qu'en fait, les calculs de V sont tellement influencés par le futur game que en fait ici est tellement influencé. On peut faire une session review ici par exemple n'aurait pas de sens si jamais j'ai pas le chaos sur les têtes de tout le monde. Parce que c'est tellement variable d'une main à l'autre que la décision peut être, peut être complètement changée d'un extrême à l'autre. Et donc moi je vous dirais, si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de format, je vous dirais ok, mais sachez dans quoi est-ce que vous vous engagez, quoi. Parce que c'est vraiment, soit vous le faites pour le fun et c'est drôle, soit vous le faites vraiment pour le défi, mais n'oubliez pas que à ce moment-là, d'anticiper ce qui va se passer après. L'anticipation ici va vraiment être la clé du succès parce que autant prendre 500 jetons en plus pour pouvoir couvrir un adversaire va être intéressant, surtout s'ils sont en push or fold, etc. Autant d'autres situations vont être beaucoup plus tendues. Si jamais vous diminuez votre stack au point de tomber en push or fold et d'être couvert, ça devient une catastrophe en termes de fold equity. Et il va y avoir en fait ce phénomène de balance avec entre guillemets plus un moins un jeton. Le fait d'avoir un jeton de plus que votre adversaire va tout changer. Toutes vos stratégies va complètement changer. Alors que lorsque vous êtes couvert, vous jouez une stratégie standard, mais euh, avec la fold equity d'un KO, avec la fold equity qu'on doit accorder à notre stack et à notre KO. Et inversement, si jamais vous êtes en position dominante, eh ben, c'est le calcul complexe. C'est le calcul de savoir quelle est l'espérance de gain de mon tapis, qu'est-ce que je peux gagner si jamais je gagne la main, donc qu'est-ce que je gagne en termes de jetons, et qu'est-ce que je gagne en termes de KO. Et ensuite, si jamais je perds la main, qu'est-ce qui se passe?
Si jamais je perds la main, qu'est-ce qui se passe? Ben, je perds le stack de vilain enfin, je perds la différence entre, enfin pas la différence, je perds le stack de vilain reporté sur le mien et éventuellement je perds aussi toute la fold equity que j'avais avant que je n'ai plus maintenant. Et donc ça va devenir vraiment quelque chose de très très dynamique et de très réfléchi. Je vous conseille vivement de ne pas multitabler comme des porcs sur sur ce genre de tournoi parce que vraiment toutes les décisions, ici techniquement vous devriez ouvrir votre lobby, avoir une vue sans cesse sur les jetons des adversaires, sur le lobby, etc. Parce que, ça je vais fermer, parce que tout ça, comment dire, parce que tout, tout va être, tout va changer drastiquement d'une main à l'autre. Bah, pourquoi est-ce qu'il... Attends, tout qui pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas en jeu? Mais parce que tu ne peux pas le gagner vu que tu ne le couvres pas. Il faut pouvoir exclure l'adversaire pour pouvoir gagner son bounty. Et il n'y a qu'en le couvrant que ça arrive. Donc, si jamais tu couvres l'adversaire et que tu pars à tapis, si jamais tu gagnes la main, tu gagnes tous ses jetons. Et du coup, c'est toi qui le mets dehors. Et si tu le mets dehors, tu as droit à son bounty. Si par contre tu es couvert par vilain, mais même de un jeton, à ce moment-là, si jamais tu gagnes la main, il va lui rester un jeton et c'est la main suivante qui va exclure l'adversaire. Si par contre tu perds la main et que tu es couvert de un jeton, à ce moment-là, tous tes jetons vont chez vilain et ton KO également. Donc ton bounty également. En fait, cette logique est proche de la théorie des blocs, call, fold. Mais la théorie à la différence que la théorie des blocs est applicable à toutes les formules de tournoi. Mais disons qu'elle est d'autant plus importante sur les tournois à bounty progressif. Comme j'ai dit dans l'introduction un peu théorique, là, les KO normaux, pas les progressifs, hein, les KO normaux euh, vont être importants au début et après on va les négliger. Parce que lorsque vous êtes à 15 left, à la bulle de la table finale, que vous êtes déjà ITM, que, admettons, vous avez un tapis qui vaut le deuxième, enfin vous avez un tapis dans les dominants par exemple, et qu'un stack intermédiaire part à tapis, son KO ne va pas être cumulé avec tous les KO qu'il aura pris précédemment. Ce sera le KO par rapport à son droit d'entrée. C'est-à-dire que généralement, sur un tournoi à 10 dollars par exemple, le KO sera de 2,50$ ou 2,50€. Et peu importe du moment du tournoi ou du fait qu'il ait bust ou pas des joueurs avant, il sera toujours de 2,50€. Alors au début, 2,50€ c'est cool de l'avoir, mais une fois que tu es déjà dans l'argent, que tu as déjà 10 dollars garantis, ça devient marginal comme plus-value. Et du coup, autant au début, je te dirais, bah ouais, vas-y, prends-le, si jamais, enfin, n'hésite pas à payer, surtout quand c'est des petits tapis qui s'en vont en l'air. Il faut arriver à payer très loose parce que tu es content d'avoir des 2,50€ quand même. Mais disons que si jamais ça commence à impacter sérieusement ton stack, tu dois y réfléchir à deux fois. Et ça va pas être et plus ça va prendre une proportion importante de ton stack, et plus tu devrais y réfléchir à deux fois. Ouais, à mon avis, ça doit battre dans tous les sens. J'ai jamais vu, mais à mon avis, ça doit battre dans tous les sens, surtout au début du tournoi. Mais l'idée, c'est en fait, après, la stratégie va consister à construire un stack dominant. Je regarde l'heure qu'il est. Va consister à construire un stack dominant pour couvrir les autres. Et donc, au début du tournoi, on va justement être dans cette dynamique de gamble. Mais après, il va falloir. Après, le gamble, c'est pas bluffer. Le gamble, c'est payer lose. C'est pas la même chose. Parce que le souci avec le bluff, c'est qu'on a besoin de fold equity. Le bluff, c'est avoir une main qui n'a pas d'équité suffisante et on essaye de faire folder l'adversaire. À la différence d'un call lose où on sait que l'adversaire a un éventail, on pense qu'il a un éventail, je sais que mon équité, ma chance de gagner face à cet éventail, elle est moyenne, voire faible, mais je décide de payer quand même, parce que si je gagne, eh ben, je gagne beaucoup. Et si jamais je perds, ben, je perds quelque chose. Et donc, jouer un jeu agressif peut être intéressant ou pas. Parce que, disons que si jamais t'as pas de fold equity, il n'y a pas d'intérêt à bluffer.
Et donc il y a un équilibre qui va commencer à se dessiner. Étant donné qu'il y a très peu de fold equity, tu vas devoir sélectionner tes mains à la base. On va partir avec des éventails larges, mais pas trop en bluff, quoi. Genre, on va value. C'est l'idée de partir à tapis avec des mains médianes, quoi. Des mains du type Broadway suite et des mains du type pocket pair, même des petites pocket pair. C'est des mains du type as moyen, dépareillé, as suité, ce genre de choses. Ça serait une grosse erreur de vouloir bluffer à outrance, en fait. Ah, pas de souci, Manolo. Pas de souci, tu pourras regarder le replay. Maintenant, voilà. J'avais une autre main que je voulais vous montrer, mais elle est un peu plus loin, faut que j'aille la voir. Mais je sais pas si jamais. Le souci, c'est que ça tire vraiment sur les maths et j'ai pas envie de. Enfin, c'est compliqué, j'ai pas envie de vous perdre. Je pense que l'idée, c'est surtout d'avoir la logique. C'est d'essayer de. Après, je pense que c'est aussi chacun qui se fait sa logique et quelque part, on est vraiment dans l'expérimental, dans tout ce qui est calcul, enfin tout ce qui est estimation d'équité, enfin pas d'équité, mais tout ce qui est estimation de la valeur du tapis. Parce que plus vous aurez de l'edge et plus vous pourrez accorder de l'importance, enfin plus vous pourrez augmenter entre guillemets, doper la valeur de votre stack, et moins vous en aurez, et plus vous aurez intérêt à jouer close proche de votre équité. Et donc, effectivement, il y a tout ce qui est théorie des blocs, mais pour faire de la théorie des blocs, il faut avoir un jeu gagnant, déjà à la base. Il ne faut pas être perdant, parce que sinon ça ne sert à rien. Je veux dire, la théorie des blocs, c'est l'idée de dire j'ai entre 50 et 60 big blinds, je gagne 17 big blinds par 100 avec cette profondeur. Donc, si jamais je fold, la valeur de mon stack est égale à la valeur du stack plus mes 17 big blinds par 100. Après, il faut remettre ça sur la même unité, hein, parce qu'on n'aura pas la même unité. On a des big blinds par 100 d'un côté, et puis on a une valeur monétaire de l'autre. Mais si jamais on arrive à mettre ça sur le même pied d'égalité, à ce moment-là, tu sais quantifier l'espérance de gain de ton bloc. Et à ce moment-là, eh ben, tu sais te dire, bah oui, mais mon EV fold n'est pas égal à zéro. En fait, mon EV fold est positive. Donc ça veut dire que mon risk reward prend un coup. J'ai pas envie de gamble avec une EV fold qui est supérieure à zéro, qui me rapporte 17 big blinds par 100. Donc je dois prendre des mains qui me rapportent plus que 17 big blinds par 100. Je pense qu'ici, le fait qu'on met Arnaud, le fait, techniquement, il y aura, je vais vous dire sincèrement, il y a Basic et il y a Basic et ici là, j'ai surtout fait par rapport à j'ai plutôt regardé la promotion qui était faite et décidé de faire un coaching là-dessus. En fait, on m'a proposé le coaching, j'ai accepté sans vraiment savoir à quoi je m'attendais. Et quand j'ai vu ce que c'était et que j'ai commencé à faire mes calculs, je me suis rendu compte, mon Dieu. Sans déconner, ça fait une après-midi que je suis dessus. Et, et du coup, c'était super intéressant, mais voilà, je me doutais, enfin quand je me suis dit voilà c'est pour des basiques, je peux pas rentrer dans les calculs plus que ça. C'est déjà que je l'ai fait. Non, le truc c'est ici là je l'ai fait pour la promotion et parce qu'on m'a proposé un sujet un peu à l'arrache. Maintenant je comptais parler avec vous ici sur la fin du coaching, quitte à un peu déborder. De toute façon, j'ai rien à faire derrière. Quitte à un peu déborder, j'avais envie aussi de discuter avec vous sur comment est-ce que vous vouliez voir comment est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous attendiez du coaching. Vous avoir en face est quand même plus sympa. Vous avoir en face est quand même plus sympa que de le faire à travers le champ du forum. Donc voilà, ici maintenant je vais un peu plus m'axer sur. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir éventuellement refaire un coaching à ce sujet-là, mais ça risque d'être très compliqué, encore une fois, parce que ça ne va être que de la répétition, hein, et ça va être que des conditionnels partout. Genre, je vais dire si machin, si machin. Mais si tu es assez bon, alors tu vas pouvoir faire ça. Et si tu m'as. Mais il n'y aura pas de réponse. Si jamais vous postez des mains comme ça du Hitman dans la section d'analyse, l'analyste ne va pas pouvoir techniquement, en vrai, l'analyste ne va pas pouvoir vous répondre si jamais vous ne lui donnez pas le KO exact que vous avez sur lui, et en plus le niveau du tournoi dans lequel vous êtes. Donc vous êtes à 30 et vous êtes à 30 left,
30 lèvres sur combien de joueurs? Parce que 30 lèvres sur 2000 joueurs ou 30 lèvres sur 100 joueurs, ça n'a rien à voir. Vous êtes à 30. Il va falloir avoir une précision draconienne sur tout ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes à la moyenne? Est-ce que vous êtes au-dessus de la moyenne? Est-ce que vous êtes en dessous de la moyenne? Est-ce que le field est faible, il est fort, il est machin? Parce que, objectivement, voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte et la réponse ne pourra pas être unanime. La réponse va venir avec des si partout. C'est si tu fais ça, si ça se passe comme ça, si machin, si t'es bon, si t'es mauvais, si t'es machin, si t'es moyen, etc. Il y a tellement de paramètres, la théorie des blocs, etc. Du fait que, enfin, ça va dépendre de tellement de facteurs que ça va être très très compliqué de pondre une analyse sans rentrer dans des détails enfin, de 2 pages. Un point, qu'est-ce qui s'est passé? Yep. Il n'y a plus d'analyse, ça tombe bien. Ouais, il n'y a plus d'analyse, mais c'est pas pour ça qu'on viendra pas dire bonjour, hein. Mais c'est clair que voilà. Maintenant, voilà, la politique de poker stratégie, moi j'ai demandé ce que je pouvais communiquer ou pas. Ce qui se passe, c'est que voilà, on n'a pas toute l'image. Il faut bien se rendre compte que c'est une entreprise, il y a des choses qui se passent, c'est pas facile pour tout le monde. Vraiment, vraiment pour tout le monde. Il faut pas penser que tiens, eux ils ont les pieds sous la table, c'est facile. Non, il y a des obligations qui se passent, il y a des choses qui se passent qui sont pas faciles à gérer, qu'on ne peut pas, enfin, qu'on ne peut pas communiquer ouvertement. Moi, mon rôle en tant que coach, c'est de pouvoir vous donner le maximum d'outils. Ici, c'est vrai que c'était clairement pas un coaching basique, clairement pas. Moi, ce que j'aimerais bien, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai eu en idée, j'y ai un peu pensé. J'ai discuté avec mon père qui est prof en fait, et j'ai dit tiens, voilà, moi je sais que j'ai des défauts en tant que coach. Je parle beaucoup et j'ai tendance à aller vraiment dans le détail, à tourner autour du pot, etc. Bon, ça a déjà évolué. Mais voilà, quel conseil tu me dirais? Et mon père me dit, écoute, les meilleurs profs, c'est ceux qui parlent le moins, mais c'est ceux qui font travailler. Alors moi je me suis dit, ok, ça peut être cool. Maintenant moi j'ai un gros problème, c'est que vous êtes derrière un salon de chat et que moi je suis en webcam, que on se voit 2 heures par mois. Ici, un peu plus, enfin je vais pas compter mes heures, enfin je veux dire si jamais il s'avère qu'on est sur une session review et que j'ai dit qu'on allait jusqu'à la table finale, on ira jusqu'à la table finale, c'est pas ça le problème, je compte pas mes heures pour l'argent, je suis pas du tout un gars comme ça. D'ailleurs je fais plutôt ça par passion parce que sinon c'est clair que ça serait pas vraiment rentable. Mais non voilà, c'est disons que voilà ici l'idée c'est voilà, moi il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, c'est je me suis dit tiens, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une thématique par mois et splitter le coaching en deux. On pourrait faire le coaching théorique et un coaching théorique et un coaching plus pratique avec une séance de questions-réponses. Le souci, c'est que en fait, sur les 2 heures par mois, je viens de réaliser ça, mais c'est con, mais c'est vrai, c'est un basique et un silver. Donc ça veut dire que ça va être compliqué de faire comme ça. Parce que les basiques vont pouvoir assister à la moitié, enfin les basiques et bronze et argent, oui non, si, les basiques et bronze ne pourront assister qu'à la moitié et le reste il y aura pas de souci. Donc en fait non, ça tombe à l'eau. Enfin, j'ai pas réfléchi à ça. Il faudrait réfléchir à un moyen qui d'un côté vous puisse vous convenir. Euh, L'entertainment que Johan vous donnait, ça c'est clair, je pourrais pas vous le rendre. Moi, je peux juste m'engager à essayer à voir des nouveaux trucs, avoir des choses plus pointues éventuellement, ne pas hésiter à aller dans les maths si jamais vous voulez aller dans les maths. On peut réserver ça par exemple pour les coaching silver. Des devoirs. Oui, mais non, mais sérieusement, Matix, on peut faire des devoirs. On peut faire des devoirs. J'y ai pensé, sans déconner, j'y ai pensé, mettre des devoirs et voilà. On peut faire des coachings en décalage aussi. On peut faire splitter le coaching en deux coachings. Et puis tu as les coachings argent et les coachings basiques. Et on fait sur deux thématiques différentes. Ici, on va dire que c'était juste le premier coaching de la rentrée. Enfin, oui, voilà, le premier coaching de la rentrée.
Et que je reprenais le flambeau et que du coup on n'a pas vraiment tenu compte du statut du coaching et tant mieux pour ceux qui n'avaient pas le niveau, ça leur a permis de voir jusqu'où le poker pouvait se complexifier ou pour ceux simplement qui n'ont pas le statut parce qu'ils ne règlent pas, ils ont eu l'occasion de faire autre chose que juste des trucs basiques. Euh, Oui, non, c'est ça. Mais on pourrait aussi réfléchir à faire un truc qui s'étale sur 2 mois. Enfin non, attends, que je réfléchisse. Oui, c'est ça, sur 2 mois. Donc par exemple, on fait 2 coachings en même temps sur 2 mois. C'est-à-dire, premier coaching on fait ça, deuxième coaching on fait ça. C'est le même thème. On fait les devoirs pour le lendemain, etc. Enfin, il y a une session de devoirs qui s'étale sur un mois. Et après, par exemple, le premier coaching, ça serait tout ce qui est théorie, mise en pratique, visuel, etc. Et le deuxième coaching, c'est une séance de questions-réponses. Basé sur les devoirs, basé sur ce que vous avez fait, etc. Et on ferait la partie basique sur des trucs, par exemple, début du calcul de V. Ça pourrait être simplement ça. Ça pourrait être comment est-ce que je calcule mon EV en call, ou comment est-ce que je calcule mon push, ou comment est-ce que je fais ça. Et on voit des trucs basiques. Et après, on fait des replays, etc. Comment est-ce que je fais, etc. Et puis pour les argents, eh ben, ça pourrait être prise en compte de l'ICM, prise en compte de l'ICM, prise en compte de la théorie des blocs, des trucs comme ça, et on pourra avancer comme ça aussi, deux coaching par deux coaching. Moi, l'idée, c'est vraiment de vous donner le maximum, et après, bah, vous aurez les replays, et vous pourrez replayer, tiens, j'ai pas vu le coaching, ok. Le seul souci, c'est pouvoir, si jamais vous avez des questions à poser, à ce moment-là, on pourra carrément, éventuellement réfléchir à construire un thread dans le forum spécialisé, et ce trade, par exemple, eh ben, vous posez vos questions si vous n'êtes pas là. Par exemple, je sais qu'Arnaud Bretagne, eh ben, lui, il ne sait pas être là tout le temps parce qu'il travaille. Eh ben, il pourra poser ses questions. Eh ben, je dis, voilà, j'ai fait ça. Mes questions, c'est, j'ai fait les devoirs. Ça serait ça, 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 ça. Et moi, eh ben, en tant que coach, eh ben, je gérerai entre vos questions du chat et les questions du forum. L'idée, c'est quand même de... J'aimerais bien vous faire participer. J'ai pas envie que vous... Enfin, ça ne va être que 2 fois par mois. Je pense qu'il y a moyen de vous demander de pas grind sur le côté, quoi. Enfin, quand je dis grind, c'est de pas faire une grosse session. Je dis pas que vous pouvez pas avoir une table, mais que je puisse vous avoir sur le côté et que vous puissiez répondre. Donc, voilà. Ça a l'air de toujours fonctionner. Il est 22h02, donc on va continuer, hein. C'est pas ça. Moi, maintenant, j'aimerais bien surtout mettre ça en place. Oui, mais voilà. Mais il y a les bronzes et puis il y a les argents. Mais on va avoir des domaines complètement différents. Pas grind. Disons que c'est 2 fois par mois, quoi. 2 soirées par mois. Moi, j'aimerais bien que vous soyez actif derrière votre salon de chat, que vous me posiez des questions, pas que je parle en monologue. Parce que sinon, la séance de questions-réponses n'a pas lieu d'être, alors je fais juste des séminaires, quoi. Et je m'entends parler, et vous les regardez en vidéo, que je sois là ou pas, ça change rien. Si jamais vous voulez profiter d'avoir un coach en face de vous qui réponde, moi je pense que le mieux c'est 2 fois par mois, et encore 2 fois, vous n'êtes pas obligé d'assister aux deux, vu qu'il y en a un qui est basique et l'autre qui va être argent. C'est 1 fois par mois au final, hein. C'est 1 fois par mois si jamais vous assistez à un type de coaching, c'est 1 fois par mois. Ben, ici, je travaille mon poker. Vous mettez votre session de travail poker, vous prévoyez ça là, quoi, c'est tout. C'est juste ça. C'est pas, je vous demande pas de le faire toutes les semaines, c'est juste 1 fois par mois, quoi. 1 fois par mois si vous suivez un seul des coachings, jamais vous suivez les deux, bah 2 fois par mois. Je lis un peu le chat. Je vais. Le problème des coachings MTT versus coachingmtt.com, c'est que c'est durant la période de... Oui, mais c'est le jeudi déjà, hein. Donc généralement la vraie session c'est le dimanche. Je vous demande d'en sacrifier une. Je vous demande pas d'en... Enfin voilà, moi ici, après c'était une idée qui m'était pas... Qui... Voilà, si jamais on fait ça, moi quelque part c'est ça que j'attends de vous. Moi si jamais on split le coaching en deux, et qu'on fasse, donc ça veut dire qu'on fasse 2 coachings en 2 mois, mais 2 coachings, un coaching basique et un coaching argent en décalage comme ça, et qu'on le split à chaque fois en deux avec une séance questions-réponses et une séance théorique, pratico-théorique, hein. Je présente le concept théorique, je présente comment je fais mes calculs,
je présente comment j'ouvre mon Excel si jamais j'utilise Excel, je vous montre comment je compile mes formules, je vous fais une session review, voilà, on fait une session review, je vous montre quels sont les trucs à prendre en compte, etc. Et puis la deuxième séance, et puis je vous donne vos devoirs, et la deuxième séance c'est questions-réponses. Je vous donne des devoirs et vous dis attendez, moi là j'ai pas compris, on revoit les exercices et c'est questions-réponses. C'est ça l'idée. Mais si jamais vous n'êtes pas actif de l'autre côté, il n'y a pas d'intérêt de faire des devoirs, vous voyez? Parce que les devoirs n'ont d'intérêt que si jamais on peut corriger derrière. Pour certains, rater la session, la soirée, c'est tendu. Oui, je me doute bien. Je me doute bien. Après, voilà, c'est aussi l'utilité. Voilà. C'est pas toutes les semaines, hein, c'est une fois. Il faut quand même visualiser. Et pour les basiques et bronze, et c'est pas toutes les 2 semaines, c'est une fois par mois. Hein, c'est pas 15 fois. Hein, c'est voilà. Et en plus, enfin mais non, c'est surtout, et encore non, c'est une fois tous les 2 mois. Parce qu'en fait, limite vous pouvez grind pour la partie théorique, parce que là quelque part je vais exposer la chose. C'est la deuxième pour la question-réponse que je vous demande d'être là et actif. C'est même pas lorsque je vais vous présenter la théorie, parce que ça, vous pouvez le voir en replay, vous aurez les devoirs, vous aurez machin. C'est même pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment plutôt lorsqu'il y a la séance de questions-réponses, sacrifier une session tous les 2 mois, quoi. Et un jeudi soir. C'est même pas comme si je vous demandais un dimanche soir, non, c'est un jeudi soir. Oui, je me doute bien. Arnaud, pour le silver, il n'y a pas assez qui rec. Je me doute bien. On va voir comment ça va se passer. On va voir. Maintenant, avoir des plus petites classes. Voilà, il faut se dire aussi que le modèle économique de Poker Stratégie, c'est comme ça. Hein. Tu rec, tu as droit à plus de contenu stratégique, tu rec moins, tu en as droit à moins. Voilà, c'est bien. Enfin, à terme, les coachings feront quand même partie, enfin, vont quasiment être l'exclusivité en apport, quasiment, mais vont être l'apport de technique, l'apport pédagogique. Si jamais vous en voulez, il va falloir participer aussi. Et en même temps, ça pourrait être intéressant de suivre ça a posteriori, de voir, tiens, question-réponse, et puis de voir la pratique, quels ont été les problèmes qui ont été rencontrés par les utilisateurs pour chaque problème. Donc voilà, moi ici, je comptais commencer à faire un truc comme ça. Voilà. Quelque part, les cartes sont dans vos mains, la balle est dans votre camp. Donc moi, j'ai vraiment envie de générer, enfin de faire une synergie positive pour l'étude, pour le travail du poker. J'ai envie de vous donner les outils, j'ai envie de vous faire progresser. Maintenant, le progrès, ça passe par le travail, ça c'est clair. Et objectivement, 2 fois par mois, plus des petits devoirs, mais ça vous les faites quand vous voulez. Ça va, c'est pas la fin du monde. C'est une fois par mois par statut, quoi. Donc en gros, les basiques, c'est une fois par mois. Et je vous demande une fois tous les 2 mois d'être dispo. Avec tout ça, j'ai même pas le temps de lire le chat. Ok, chat, blablabla. Voilà, choisir un joueur pour discuter, lui, technique, leak, blablabla. Ouais, on pourrait faire comme ça, mais enfin, l'idée de prendre quelqu'un sur le côté, euh, c'est bien, mais ça fait pas partie, ça ne fait pas participer les foules. C'est cool, c'est intéressant, mais je veux dire, vous l'avez en vidéo, c'est la même chose. Je dis pas que je le ferai jamais, mais l'idée d'un coaching, la vraie idée d'un coaching, c'est de pouvoir interagir sur le chat. C'est d'avoir le chat qui défile et que le coach qui a des questions et qui puisse répondre aux vraies problématiques que vous rencontrez. Parce que moi, je suis dans ma réalité du point .com, comme Arnaud et d'autres l'ont déjà souligné. C'est vrai, je suis sur le point .com, j'ai des profils différents, je joue sur des formats différents, etc. Donc, je n'ai pas vos problématiques. Si jamais vous me posez des questions et jamais vous arrivez, l'avantage d'un coaching, c'est de pouvoir poser les bonnes questions au coach, de pouvoir poser des questions et que moi je puisse y répondre.
et que je puisse éventuellement chipoter devant vous et vous montrer et voilà. C'est une interaction un coaching. C'est pas, enfin moi je le visualise comme ça. Après vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas trop coaching, mais ça pourrait s'organiser par le forum. Ça. Le conseil du TDVH, c'est pas top en coaching. Non, voilà, enfin voilà, c'est ça. Le, voilà, faites ça entre vous. Moi, malheureusement, là, je pourrais pas y participer, sauf en plémonie, mais ben. Enfin, je sais même pas si jamais les home games. Je pense que les home games, vous savez pas y accéder sur. Je sais que le Playmoney, par contre, on sait jouer avec des joueurs du point .fr. Mais je pense pas que les home games fonctionnent. Euh, Poster une photo de ma tronche sur le faux j'en ai marre. Ça gratte, je vais pouvoir mastiquer. Et les gens, s'il vous plaît. Quelqu'un me dit aussi. Oui, c'est dur de suivre le chat, ça c'est vrai. Bon, pour l'instant, j'ai plus du tout l'habitude, donc c'est particulièrement dur. Des games à la JS, c'est-à-dire non. Déjà, je suis sur le point .fr, hein, donc si jamais tu parles du TDVLH, c'est mort pour moi parce que je sais pas organiser ça. Je te filme mon compte, nos soucis, bébé. Ok. Donc voilà. Non, pour tout ce qui est jeu, c'est un peu mort. Donc voilà, enfin voilà, moi j'aimerais bien que vous me disiez, donc bah, il y a le trade que je vous ai donné, il y a le trade que je vous ai donné dans les informations du coaching, dans le coaching info. Là, n'hésitez vraiment pas à dire si vous êtes d'accord. Je vais poster sans doute un commentaire pour dire voilà ce que je propose en détail. Faire donc un coaching décalé avec une période, avec une partie théorique-pratique et une autre partie question-réponse. On peut essayer comme ça, voir si jamais ça vous va ou pas. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des oui ou des non en fait. Ça serait bien que vous me le disiez ici dans le chat si jamais ça vous intéresse ou pas. Non, mais moi j'ai pas accès au point .fr en Belgique, hein. C'est plus compliqué que ça. Moi je suis pas sur le vrai point, enfin je suis pas sur le point .com. Moi, je suis sur le point .be. Le point .be est raccordé au point .com, mais en gros moi j'ai pas le droit d'aller en France. J'ai que droit au point .be. Et donc j'ai que droit aux rooms homologués, enfin qui sont régulés par la commission des jeux de hasard en Belgique. Et le souci, c'est qu'il n'y a que 5 ou 6 sites internet, il y a PokerStar, des trucs comme ça, et PokerStar.be qui est raccordé au .com. Ok, bah écoutez, si jamais. Oui, oui, ok, bah je vois des oui. Du coup, j'ai pas vu de non. Du coup, on pourrait peut-être faire ça les jeudis une fois par mois quand il n'y a pas de coaching, non? Ah oui, pour votre truc, oui, mais attends, Vanessa, éventuellement, ce que tu pourrais faire, c'est ouvrir un thread sur le forum et comment dire, et limite, tu pourrais carrément gérer ça de ton côté. Tu crées un home game ou un truc comme ça. Tu choisis, enfin, vous jouez un home game sur PokerStar ou sur une autre room, hein, c'est pas grave, ou sur une autre room, et vous gérez ça de votre côté. Et peut-être qu'il y aura même moyen de demander à Poker Strategy pour voir si jamais il n'y a pas moyen qu'ils organisent ça sous l'effigie de Poker Strategy, genre des free rolls, mais pas spécialement avec de l'argent dedans, je parle, mais simplement des petits tournois où il y a les poker stratèges avec un mot de passe et des trucs comme ça. Et voilà, il y a peut-être moyen de gérer, je suis sûr que jamais tu prends contact, ce genre de trucs seront les bienvenus. Parce que voilà, il faut pas croire, hein, derrière, ils attendent que ça, que vous soyez motivés. Et maintenant, ils nous mettent. C'est clair que ça donne pas envie, hein, quand on nous retire des trucs, etc. Chaque fois plus. Mais ils le font parce qu'ils ont leurs raisons. Et c'est simple. Et c'est pas spécialement des raisons qui leur font plaisir. Là, c'était un peu pointu comme commande pour des. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était un peu trop. C'était trop. C'est quand je me suis, enfin quand j'ai accepté, je me suis pas rendu compte de l'ampleur du truc. Parce que objectivement, je m'étais jamais vraiment penché sur la question, vu que j'en joue très peu.
Quand en plus j'ai mis 80 et quand j'ai fait les chiffres et que je me suis tombé sur 80 quand j'ai mis assigné 80% au KO, je me suis dit putain, ça va encore être un truc à coucher dehors. Voilà, on va dire que on va dire que c'est le premier coaching. Moi, donc voilà, moi ici, donc ce que je vous propose à partir de la prochaine fois, le prochain, donc, ce sera sans doute dans 2 semaines, ce sera un argent. On va faire une thématique niveau argent. Et sur cette thématique, je vais faire un exposé, éventuellement avec un partenaire ou pas. Euh, Ça, je ne sais pas encore, je vous laisse la surprise, je dois encore discuter avec lui. Et ce qu'on fera à ce moment-là, c'est qu'on vous exposera. Ou on vous exposera une thématique de niveau argent. On en discutera et on terminera par des devoirs. Ensuite, dans un mois, on reprend le coaching basique et là je vous ferai une thématique beaucoup plus accessible mais qui sera d'un niveau quand même pour vous faire évoluer. Avec moi ça va souvent passer malheureusement par des calculs d'équité, etc., par des lectures de range, etc. On va commencer ça basique mais il va falloir mais c'est une gymnastique donc il faut commencer quelque part. Ensuite au mois de novembre le coaching silver va être la suite du coaching du mois d'octobre mais sous forme de questions-réponses par rapport aux devoirs qui auront été postés et par rapport aux questions que vous avez. On n'a qu'une heure, hein, donc je peux pas non plus faire monts et merveilles. Et ensuite, le 1er décembre va être la même chose, mais pour les basiques, par rapport au coaching du début novembre. Et comme ça, limite, c'est parfait parce que vous avez un mois pour travailler la thématique. Un mois pour vous concentrer dessus. Et là, dans les devoirs, il pourra y avoir des devoirs qui vont demander un compte rendu et puis des devoirs qui vont simplement être, ben voilà, aujourd'hui, qui vont être mis sous forme d'objectifs. Ce mois-ci, je me concentre sur la lecture de range en début de parole, ou je me concentre sur la lecture de range, ou sur le calcul d'équité, ou tiens, j'essaye d'estimer toutes les mains possibles des adversaires dans une telle position. Voilà, et après on pourra avancer, avancer, et c'est comme ça que petit à petit l'oiseau fera son nid. Mais je pense que c'est la meilleure approche. Je pense qu'avec avec ce qu'on nous donne, je pense que c'est l'une des meilleures approches pour vous faire progresser. Pour vous faire progresser. Ok. Je pense que tout est dit. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un peu si jamais il y a des nouveaux trucs dans le chat, mais je vois pas. Je sais pas si tu me parlais à moi en fait, Hurricane ou pas. Ou si jamais t'étais dans une autre conversation, oui, voilà, le continuation bet, le deuxième barrel, le troisième barrel, tout ça, c'est des trucs qui vont pouvoir. Oui, toi, un jour, j'ai un graphe de joueurs de sit and go, moi, avec des MTT en parasite dessus. Pas de souci. Bah écoutez, bah voilà, donc on va clore le coaching ici. J'espère que vous êtes, enfin que j'ai réussi à limiter votre déception sur les nouveaux coachings MTT, même si c'est vrai que la forme va complètement changer. Je vais faire mon possible donc pour répondre à votre demande. Euh, Dites-vous une chose, plus vous allez être actif sur le forum et participatif, plus je pourrai vous donner ce que vous attendez. Donc je vous ai créé un thread. Je vais le compléter par exemple avec ce qu'on a vu ici, avec l'idée qui va en découler. Plus vous allez participer, mieux ce sera. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous, je sais pas quand, je pense que c'est dans 2 semaines, vu que c'est toutes les 2 semaines, pour le coaching argent. C'était Belgianbeer pour pokerstrategy.com. Effrayé, MDR. Bonne soirée, coach. Bah, tu peux le chercher, hein, c'est Belgian Beer 2 sur Sharscope. Tu vas le chercher, moi j'ai rien à cacher.
Belgian Beer comme mon orthographe, mais tu rajoutes un 2 devant et tu vas chercher sur Charscope. Je suis en downswing pour l'instant. Merci que pour cette première. Pas de soucis. Salut, salut. C'est sur pokerstar.com. Salut à tous!